Mendy Azimov, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Shavua Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous voulons évoquer avec vous ce matin le souvenir de votre père, le Rav Shmuel Moulay Azimov, qui est décédé il y a de cela maintenant 3 ans, n'est-ce pas 5 ans. 5 ans. Le Rav Shmuel Moulay Azimov, qui était le fondateur du Beth Lubavitch en France, le leader incontesté du mouvement Lubavitch en France. Alors, je voudrais que vous reveniez avec nous sur sa personnalité. Comment a-t-il, on va dire, construit, le Beth Lubavitch en France au cours des 50 dernières années? Alors, en résumé, c'est il est né en 45, à l'âge de 17 ans, il y avait un groupe de jeunes Bachourim, jeunes hommes qui sont venus étudier à la Yeshiva de Brunois pour 6 mois. Et ils avaient une double mission. D'un côté, de renforcer l'étude de la Torah à la Yeshiva même, et deuxièmement, de commencer à diffuser le judaïsme à travers les différentes villes de la province. Et ils ont réussi. Et quand ils sont revenus chez le rabbi a demandé que les jeunes hommes les plus âgés de la yeshiva continuent le travail qu'eux, ils ont commencé. Mm-hmm. Ils étaient 3. Et après, à 17 ans, ils ont commencé à faire le travail. Et à un moment donné, il y a 2 sur 3 qui sont partis à New York étudier. Oui. Et mon père, selon la demande du rabbi, il est resté à la yeshiva et il a compris que son avenir est en France. Alors, à l'époque, le mouvement Lubavitch, ça représentait quoi? On parle des années, du début des années 60, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, dans les années 60, il y avait une yeshiva pour les jeunes hommes et un Bet Rivka, un centre pour des jeunes filles. Mmh. L'idée même du Bet Rabad, ça n'existait pas encore? Non, ça commençait officiellement en 68. Et avant, tous les jeunes qu'ils connaissaient, ils les ramenaient à Brunois pour passer un Shabbat, passer un week-end, pour passer des mois d'été. Et c'est comme ça que le travail a commencé. Les premiers que mon père a connus, c'était en 62, 63. Et quand il témoigne, il raconte que vraiment, c'était des élèves de l'Ort. Souvent, mon père, il allait à l'Ort de Montreuil. Il faisait un cours dans la synagogue juste à côté. Et après, ça s'est développé encore plus. Alors, comment vous expliquez ce développement sans précédent du mouvement Lubavitch en France? On sait que le rabbi a vécu en France, on sait qu'il avait une forme d'affection particulière, on va dire, pour la France. Est-ce que, conjugué avec la détermination et le dévouement de votre père, c'est ce qui a fait ce succès? En plus de tout ça, c'est aussi que le rabbi il a dit à mon père plusieurs fois que la France, les Juifs en France, ils connaissent tout, ils savent tout. Seulement, il faut leur expliquer que une fois venus en France, il faut pas arrêter de faire les traditions, les coutumes, les mitzvot comme ils ont fait en Afrique du Nord. Évidemment, avec les Juifs présents de l'Ashkenaz, de l'Europe de l'Est, ça a été beaucoup plus difficile. Mais les Juifs d'Afrique du Nord, il fallait juste leur montrer où on peut acheter un loulav, où on peut acheter une paire de tefillin, où on peut acheter une mezouza, qu'à l'époque, il n'y avait même pas un magasin pour acheter la nourriture cachère. Le rabbi était conscient de cette nécessité de préserver la tradition des communautés sfarades, en tout cas. C'est sûr, il a répété plusieurs fois qu'il faut juste leur expliquer, c'est pas parce qu'ils sont venus en France qu'il faut pas continuer à faire Torah et Mitzvot comme ils ont fait dans leur pays. Alors, et aujourd'hui, l'œuvre de votre père, Moulay Azimov, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Est-ce qu'on peut chiffrer cette action du Beth Lubavitch en France aujourd'hui? Comment on peut résumer en quelques chiffres, en quelques données, cette action? Alors, comme mon père il a reçu la mission, c'était plus concentré sur Paris, région parisienne. Oui. Dans les autres villes de France, chaque endroit a son propre shaliach. Il y a une quinzaine de shluchim, une quinzaine de villes en France qui ont été en 74, 75, comme par exemple la ville de Toulouse, oui. C'était plus tard. Que nous connaissons bien. Et mon père, il a plus investi dans Paris, région parisienne. Et au jour d'aujourd'hui, il y a 220 délégués
avec des différents centres et des écoles qui représentent presque 2000 élèves et des activités dans le contenu avec des allumages publics et tous les grandes campagnes du Beth Lubavitch et toujours essayer de faire encore plus. Ce qui est plus récent, c'est les activités au sein de la jeunesse et au sein des étudiants, que ça se développe énormément avec un centre dans le quartier latin, avec des différents cars qui vont dans les différents lieux des étudiants pour pouvoir leur donner aussi la possibilité, à travers la nourriture cachère, leur donner un enseignement aussi spirituel. Alors, comment expliquer qu'il y ait, on va dire, chez les shluchim en particulier, une sorte d'ADN de générosité, de dévouement, d'altruisme vers l'autre, cette capacité d'aller vers l'autre, quel qu'il soit religieux, qu'il soit laïque, et même on le voit à travers un film qui est actuellement sur les écrans en France, hors norme, même lorsqu'ils ce ne sont pas obligatoirement des juifs, comme dans le cas de l'histoire qui est mentionnée et qui fait d'une certaine manière honneur au mouvement Lubavitch aussi, puisqu'on voit que le mouvement était également dans ce film très présent. Comment vous expliquez cette capacité c'était naturel, ou c'est le rabbi qui a su, un peu comme Avraham Avinu a été capable de faire passer la notion de Emouna au peuple juif, le rabbi a été capable de faire passer une sorte dans l'ADN des chassidim de Chabad, cette volonté, cette générosité, cette ouverture à l'autre? Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que chez les chassidim, on dit toujours, dans une ville où un rabbi est passé, il a laissé des traces, comme dans la paracha, dans la Torah, qu'on parle Vayetze, que quand un tzaddik se trouve dans un endroit, Yaakov, on se trouve dans un endroit, il marque l'endroit. Alors c'est une tradition de dire que dans les endroits où tous les rabbis sont passés, dans l'histoire, ça donne une force extraordinaire. Aussi, on sait que le rabbi, en 91, il a fait un discours quelques mois avant qu'il tombe malade, un discours formidable qui explique que la France, à l'époque de Napoléon, était contre le premier rabbi de Lubavitch, l'Admor HaZaken, mais qu'aujourd'hui, c'est le premier pays qui représente le judaïsme en Chutz Laaretz, à l'extérieur d'Israël. Après l'Amérique et le Canada, le premier pays où on voit tant d'écoles juives, tant de synagogues, tant d'endroits cachers, tant que le judaïsme y vibre, ça, c'est en France. Il a dit que les fondés sont inversés, que quand Mashiach viendra, la France sera le premier pays qui va nous montrer la grandeur que ce qu'elle a fait pendant la période d'exil. Et fondé sur ces paroles-là, il y a beaucoup d'activités, chaque chose c'est en nombre. Quand on imprime la Sidra la semaine, tous les semaines, c'est 35 000 copies qui sont distribuées main en main. Quand les visites de l'Ebachum Yeshiva, c'est 4 000 visites dans les différents magasins et bureaux chaque vendredi. C'est des chiffres qui sont importants. Mais ça, c'est grâce au succès, à la bénédiction du rabbi et la volonté des individus qui veulent que le judaïsme soit offert à chaque personne selon son niveau. Un dernier mot sur votre père. Quel était l'essentiel du message qu'il transmettait dans ses shiurim, dans ses farmringen, dans ses contacts avec les autres, avec ceux qui aspiraient à retourner vers la religion, ou même ceux qui étaient déjà dans le milieu religieux? Alors, il avait plusieurs points. Parmi les points bien connus, c'est qu'il regardait positif. Chaque chose, il rendait positif. Deuxième chose, il n'aimait pas les discussions, il n'aimait pas des réunions. Il voulait toujours aller vers le concret. L'action. Toujours aller vers le concret. Alors, il y avait beaucoup de simcha, beaucoup de positif. Il a dit, de toute façon, qu'est-ce que ça va aider si tu vas t'angoisser? Et les choses, ils sont comme ils sont. Et deuxièmement, c'était aussi la définition. Par exemple, quand il parlait avec quelqu'un, il montrait à la personne qu'il était totalement soumis à la discussion. Et la rigueur. Aussi, il y avait la rigueur. Par exemple, il disait dans les réunions, quand vous organisez un cours, il faut jamais changer 3 choses. Le jour, l'endroit et l'heure. Parce qu'il peut toujours avoir quelqu'un qui va se réveiller et qui va décider, aujourd'hui, je vais aller avoir un cours. Et il disait dans son expérience que parfois il revoyait les gens des années plus tard revenir au cours comme s'il n'y avait rien, et qui revenaient sans prendre contact, sans rien du tout, parce qu'il se rappelait que tel jour ou tel jour,
On sait très bien que le lundi soir, c'était un cours pour les femmes, le jeudi, c'était un cours pour les hommes, le dimanche après-midi, il donnait cours. Il avait ses cours fixes pendant 45 ans. Mhm. Eh bien, Rav Mendy Azimov, merci beaucoup d'avoir accepté d'évoquer donc le souvenir de votre père, dont c'est la Haskara aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov, à bientôt. Merci beaucoup à vous et qu'on pourra très prochainement les revoir de retour avec la vie de Mashiach. Amen. Merci beaucoup. Shalom.